Salut tout le monde, bienvenue sur AOS Geeks. Alors, je suis avec Vincent et on reçoit à nouveau Xavier. Salut les gars. Hello, Salut. hello. Alors, aujourd'hui, on fait un retour d'expérience sur les Sons of Behemoth. Donc, ça fait quelques semaines que le Battle Tome est sorti. Puis Xavier, tu as eu l'occasion de jouer plusieurs parties avec les Sons of Behemoth sur Tabletop Simulator. Ouais. Donc, c'est de ce qu'on discute aujourd'hui. Donc, peut-être pour commencer, qu'est-ce que tu as, c'est quoi ton feeling général, disons, sur les Sons of Behemoth là, après quelques parties? C'est une armée qui se joue super facilement sur Tabletop Simulator parce que tu as juste besoin de quelques modèles. Et let's go, on part. Donc, déjà là, on n'a pas besoin de jouer 80 skink ou 160 horreurs. Fait que c'est un plus. Ouais, c'est clair. Non, l'armée a ses problèmes, ça c'est sûr et certain, on s'en cachera pas, mais je pense que l'armée est capable de compétitionner un petit peu plus que ce que certains reviews, certaines personnes auraient pu croire, là, particulièrement juste en lisant le livre. Un des seuls battle traits qu'ils ont, c'est le Mightier Makes Rightier, là, le fait qu'ils comptent pour 10 modèles les Man-Crushers et 20 modèles les Mega Gargant, et c'est définitivement la meilleure règle du livre. C'était déjà la meilleure règle pour les ogres, pour tout ce qui était Frostlord sur Stonehorn ou Oscard. C'est effectivement, encore une fois, la meilleure règle de ce livre-là. C'est ce qui va vous faire gagner vos parties ou les perdre, tout simplement. Assurément, cette armée-là n'aurait pas été viable sans Non, cette règle-là, de la même manière que les non, Beastclaw Raiders n'étaient pas viables sans cette règle-là, là, exact, assurément. Là. exact. Donc, tu as essayé de jouer différentes Oui, listes contre euh, différentes. oui, j'ai joué quelques fois. Je me suis fait jouer contre. J'ai un ami aussi qui les jouait contre moi, donc j'ai pu recevoir et donner en étant soit un géant ou en recevant les Tu géants. les as affrontés aussi, c'est Oui, intéressant. je les ai affrontés quelques fois là, quand le tome est sorti. On s'est gâtés, moi, mon ami Gabriel, on les a joués une couple de fois. Ça peut faire mal quand on se fait rentrer dedans, là, ça c'est sûr et certain. Tu sais, moi, ce qui m'avait piqué l'intérêt au début, puis je pense qu'à Gab aussi, c'était la Stomper Tribe. Donc, euh, jouer un Mega Gargant, un War Stomper. Cette tribe-là va beaucoup vous redonner si vous jouez des Man Crushers. Donc, clairement, en regardant la tribe, on veut jouer plusieurs Man Crushers. Fait que la liste qui nous saute tout de suite à l'esprit, ça va être un Mega Gargant et 9 Man Crushers. Ouais. Donc, rendu là, ça dépend de du setup que vous voulez. Généralement, on pouvait y aller avec 2 units de 3 Man Crushers et 3 petits Man Crushers seuls pour pouvoir aller chercher des objectifs d'un bord ou de l'autre. Puis, ce qui était intéressant avec la Stomper Tribe, c'est qu'on gagnait des command ability propres à la Stomper Tribe, dont celle de donner le shooting à tout le monde. Donc Ouais. là, on payait un CP pour que nos 9 Man Crushers puissent tirer. On se rend quand même compte aussi que c'est une armée qui tire plus que ce qu'on aurait pu croire en pensant à des gargants dans Age of Sigmar. Donc, un shooting à 18 pouces, c'est pas rien. Qui peut quand même avoir un rend de 1, des 3 damage. Ça commence à être intéressant. Ce qui est bien aussi dans la Stomper Tribe, bon, c'est le dommage qu'on vient donner de plus aux Man Crusher. On se rappelle que lorsqu'ils vont attaquer des units de 10 modèles et plus, ils ont plus 1 de dégâts. Et quand ils attaquent des units de 20 modèles et plus, ils ont plus 2 de dommages. Ces dommages-là s'appliquent aussi sur le shooting. Donc, on peut commencer à tirer des roches à travers les grosses units pour faire du D3 plus 2, D3 plus 1 dégâts. Ça commence à monter vite Ce aussi. bonus-là n'est pas seulement sur les attaques de close, c'est sur les attaques de tir aussi. Oui, Ça effectivement. m'avait échappé, c'est vraiment Oui, fort. oui, Là. oui, ça dit juste on the attacks. Donc, il n'y a aucune mention que ce soit en melee. C'est vraiment sur toutes leurs attaques. Donc, OK. Fait que là, les gros packs de rats, les gros packs de Witch ouais, Elves, ouais, on peut s'en donner à cœur joie. Là. absolument. Par contre, il faut faire attention avec ça. Des fois, on est un peu
trigger happy, si je peux le dire comme ça. Là. On voit tout de suite les gros packs, on se dit je vais les tirer. Et tout adversaire qui a une certaine stratégie va pouvoir dire parfait, je vais enlever les modèles en avant. Fait que là, on vient d'agrandir la distance que notre Man Crusher voulait charger. Fait que des fois, il faut quand même savoir où lancer nos rushs, malheureusement. Là, c'est pas aussi facile que ça pourrait en avoir l'air. Mais bon. Ce qui attire tout de suite de cette tribe-là, c'est le gros dégât des Man Crushers. Et il y a un combo d'artefacts qu'on peut mettre sur notre War Stomper pour qu'il y ait un 4+ save, reroll, et les 6 font des mortels. Moi, tout de suite, j'ai vu que c'était le Man Crusher, le Mega Gargant qui pouvait probablement être le plus tanky, qui allait durer le plus longtemps. Donc ça, c'était intéressant. Je l'ai joué quelques fois, j'ai joué contre aussi. Le problème, généralement, c'est que des Man Crusher, c'est assez glass cannon. Hein. Ça a juste un 5+ de save. C'est quand même 12 wounds chaque, oui, mais sur un 5+, il y a beaucoup de choses dans Age of Sigmar qui vont passer au travers. Oui, vraiment. Donc, leurs attaques dégradent un peu aussi à travers. Et ce qui est très difficile à prévoir et qui peut faire beaucoup mal, c'est le Battle Shock. Hein. Perdre un Man Crusher, perdre 2 Man Crushers, ça se peut que le dernier s'en aille, surtout si il y a des debuffs de bravoure là, alentour. Là. Donc là, ça peut être assez dangereux. Puis c'est une armée qui va avoir besoin de beaucoup de command points pour activer ses différentes habilités. Puis on se rend compte qu'il faut s'en garder aussi de côté pour justement l'éventuel Battle Shock qui pourrait être dangereux. Oui, parce que les Man Crushers, ils ont 7 ans de bravoure, oui. De rappel. Fait que ça Exact. reste. T'en perds 2, t'es rendu à 5. Fait que sur un 6, t'en perds 1. Moindrement qu'il y a eu un peu de debuff. C'est ça. Dès que tu as un debuff, après ça, sur un 6, tu peux en perdre un, même si tu en avais juste perdu un. Fait que là, ça peut descendre vite. Là. On pense jamais, tu sais, le Battle Shock est peut-être pas aussi bon qu'il l'a déjà été, mais il y a quand même beaucoup de Bravery debuff encore dans le jeu. Fait qu'ils peuvent les impacter. Puis des fois, c'est pas compliqué d'avoir. Je pense juste au Nighthaunt que dès que tu es à côté d'une de ces units-là, tu vas avoir un -1. Mais un -1 pour eux, c'est beaucoup. C'est assez dangereux. Oh, le jet de dés devient stressant là, quand tu sais que tu peux perdre tes 2 Man Crushers ou en perdre un du moins. Là, ton jet de dés, ça devient un peu stressant. Là. À 180 points le modèle, ça fait mal. Oh, oui, clairement. Donc, ça, on se rend compte qu'on peut les perdre rapidement. Avoir 3 Man Crushers, bon, la grosseur de leur base, parfois, peut faire qu'ils ne vont pas nécessairement tout le temps se rendre où ce qu'on veut. C'est sûr que c'est plus simple avec les petites units qui sont toutes seules, mais bon. Oui, quand tu vas les rentrer, le beau scénario, tu les rentres dans 40 rats, ils vont faire la job. Ça, c'est sûr et certain. Là, avec le +2 de dommages, là, ils vont passer au blender 30 attaques là, de Man Crusher là, qui font du 3 de dégâts. Là, ils vont passer à travers n'importe quelle horde. Ça, c'est certain. Puis, ils peuvent être intéressants pour justement... C'est une liste qui va avoir un petit peu plus de facilité à empêcher les autres de peut-être arriver dans ton dos, puisque tu as des petits Man Crushers seuls qui peuvent aller justement faire des screens à certains endroits ou garder des objectifs là, à d'autres. Donc, c'était pas mauvais, mais ça reste que c'est un buff situationnel. Hein. Si on joue contre une autre armée un peu plus élite, ben, le +1 de dégâts, le +2 de dégâts, on l'a pas. Et ce qui est très dommage, ce qui devrait moi être une opportunité ratée, c'est que ce dommage-là s'applique juste sur les Man Crushers. On ne l'a pas sur le War Stomper. Alors, on se rappelle tous que le War Stomper a un Titanic Boulder Club qui ne fait que 2 de dégâts. Donc, ça aurait été intéressant qu'il devienne vraiment Titanic et qu'il ait le buff lui aussi. Là. Fait que ça, c'est un peu une occasion ratée. Le War Stomper n'est pas super impressionnant en combat malgré ce qu'on pourrait penser. On avait fait les stats un peu, on s'est rendu compte que pour la valeur en points, il ne frappait pas assez fort. Après ça, du côté même fluff, on regarde la figurine, elle est gigantesque. Ouais. C'est quoi ce 2 de dégâts-là? Moi, j'ai un lotant dans les idonettes. Là, une pieuvre qui tient un bâton qui fait 2 de dégâts. Juste visuellement, ça n'a pas de sens. Il aurait dû cogner un peu plus. C'est la même énergie. Le petit bâton dans la pieuvre, puis le gros, c'est la même chose. Effectivement, oui, on peut dire qu'ils ont des dégâts de mortels sur la charge, ou ils peuvent prendre des modèles, les mettre dans leur sac ou les lancer, mais tout ça fait quand même qu'ils n'ont pas nécessairement le dégât qu'on voudrait qu'il y ait. Fait qu'au final, ton War Stomper
est pas mal plus. Tu veux le mettre tanky, tu veux qu'il dure pour pouvoir donner tes command ability à tes autres Man Crushers alentour. Mais tes Man Crushers vont mourir un peu plus vite. Donc comment tu la joues, cette liste-là, à ce moment-là? Parce que ce que j'entends, c'est que, mis à part l'essentiel de ta liste, tes 9 Man Crushers sont Glass Cannon, fait qu'ils peuvent frapper très fort, mais tu vas les perdre rapidement contre une armée adverse qui est moindrement létale. Tu as ton War Stomper, lui, qui est vraiment tanky avec du 4+, relançable, reroulable, Mortal Wound sur les 6. Ouais. Mais qu'en même temps, il frappe de manière assez modérée pour un modèle de presque 500 points. Fait que tout ça, là, ça t'amène à la jouer comment, cette liste-là? Tu vas avoir comme un peu trois forces de frappe, finalement. Tu vas avoir ton War Stomper, puis tu vas avoir 2 units de 3 Man Crusher. Donc, il va falloir que tu essaies de gérer tes priorités. Essayer, bon, c'est sûr que s'il y a des hordes de l'autre côté, tu sais où est-ce que tu vas vouloir envoyer tes Man Crushers. Tu vas vouloir qu'ils frappent en premier aussi. Donc, des fois, c'est bien beau de dire je vais charger mes 3 unités, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont tout attaquer en premier. Fait que des fois, tu es peut-être mieux d'en charger juste une puis de garder l'autre plus sécuritaire pour une contre-charge plus tard ou quoi que ce soit aussi. Parce que tu vas en péter une d'un bord, mais tu vas perdre tes autres Man Crushers de l'autre côté. Donc, ça aussi, il faut faire attention. Le War Stomper se prête un peu plus à ce jeu-là, puisqu'il y a le 4+ rerollable sur son save. Donc, il peut prendre un bon beating avant d'être moins fort. Puis aussi le fait que les Mega Gargants dégradent seulement après 13 wounds de prix, ils vont changer de leur première table. Ça, on voit une bonne différence aussi. Ça, on voit qu'ils ont commencé à comprendre comment gérer les tables de monstres plus effectivement. Oui. Fait que ça, c'est intéressant. Perdre 13 wounds, puis tu sais, c'est juste une première braquette. Fait qu'il est encore capable après. Fait que là, ça c'est bien fait. Ça paraît. Donc, c'est une armée qui va être vraiment plus stratégique, essayer de frapper à la bonne place au bon moment. Mais le problème que j'ai vu avec la liste, c'est que ça s'écroule rapidement. On n'a pas le même staying power. On n'est pas capable de garder les objectifs aussi bien partout. Fait que souvent, nos Man Crushers vont mourir, puis on ne sera pas capable de revenir dans la game, là, même s'il nous reste juste le War Stomper. C'est une liste qui s'essouffle, si je comprends bien. Là. Les tours 4, tours 5, ça va être très difficile de faire des points. Oui, moi j'ai l'impression que oui. Les Mortal Wounds font beaucoup de dégâts à cette armée-là, déjà là. Ouais. Fait que si tu te fais enlever des Man Crushers à coup de Mortal Wounds, tu perds des modèles aussi. Puis le shooting aussi, c'est sûr et certain, difficile pour l'armée. Donc, 5+ de save, c'est rough. C'est très, très rough. Dans la plupart des... Maintenant, le shooting de qualité, il y en a, là, avec du REN de 1, peut-être même du REN de 2. Donc, des fois, tes Man Crushers n'ont même pas le temps de se rendre de l'autre bord. Il faut dire qu'ils sont un peu moins rapides. Oui, ils peuvent run and charge s'ils sont assez proches du War Stomper, mais ils ont quand même juste 8 pouces de mouvement. Fait que ça te force à jouer quand même un peu dans une bulle, d'autant plus que la plupart de tes command ability, je pense que toutes les command ability sont à 18 pouces aussi. Fait que faut que tu essaies d'avoir tes units proches du War Stomper à 18 pouces pour pouvoir activer justement toutes tes habilités. Là. Mais là, ça va être difficile parce que tu as quand même juste un War Stomper, puis tu as sa bulle de 18 pouces autour. Mais normalement, quand on joue une liste, on a 2-3 héros pour avoir des bulles un peu partout sur le terrain. Ouais, ça aussi, c'est un problème, là. D'avoir juste un héros comme ça qui peut donner ses command ability. Le problème avec l'allégeance, avec cette sous-faction-là, c'est que c'est bien écrit que c'est seulement ton général qui peut utiliser les big shouts, les command ability. Fait qu'on peut même pas dire, je vais mettre 2 War Stomper et moins de Man Crusher, mais au moins mes 2 War Stomper vont pouvoir s'éloigner puis donner leur bubble alentour, pour les command ability. Non, il y en a juste un des deux qui pourrait le faire quand même. Donc, on est limité. Fait que clairement, ça nous dirige toujours vers le 1 Mega Gargant, 9 Man Crushers, qui est comme un peu le build de cette liste-là. Là. J'ai l'impression que c'était le build, qu'il y avait un certain consensus autour de ce build-là, que c'était probablement le plus compétitif. Si ma mémoire est bonne, Pride sur French Wargame Studio, c'est le build qu'il avait recommandé en termes de compétitivité. Donc, toi, après l'avoir essayé, tu dis oui, ça va, mais ça va être... Disons que tu ne gagneras pas un tournoi de 5-6 parties avec ça. Là. Non, c'est ça. Puis je pense pas que le livre va gagner des tournois de 5-6 parties nécessairement. C'est sûr que ça peut toujours arriver avec la Dream Run. On pogne tous les adversaires qu'on veut puis on se rend jusqu'au top. Ça peut très bien arriver, mais ça le fera sûrement pas consistamment.
Moi, je pense que c'est une armée qui va plutôt aller vers du 3 victoires, 4 victoires peut-être. Là. Les meilleurs joueurs vont peut-être réussir à aller Oui, chercher c'est 4 sûr, victoires. effectivement. Fait qu'une armée de milieu de peloton, vraiment. Oui, d'après moi, oui. Je la vois pas non plus en fin de peloton. Je pense qu'elle est capable de bien jouer. Je pense pas qu'on est au niveau des Beasts of Chaos ou des Sylvanettes ou des Night Hunt. Là. Désolé si j'offusque des gens. Non, tu m'attristes parce que je joue Oui. Night Hunt. J'ai bien hâte d'avoir de nouveaux Battletome, là, si un jour Oui, il y en oui, a un. oui. Ben, je suis là-dedans, moi, tout. Moi, Beasts of Chaos, j'aimerais ça que ça soit mieux que ça, mais bon, on attend. Ouais. Donc, non, je les vois pas au même niveau. Je pense qu'ils sont capables de compétitionner avec certaines armées, principalement à cause du Battle Trade qu'on a mentionné tout à l'heure, là, qui fait toute la différence. Donc, ça a été mes impressions avec Stomper Tribe. J'étais assez déçu parce que si vous jouez contre une autre armée, juste le mirror match ou juste jouer contre d'autres monstres, des Flesh Eater Courts ou jouer contre des Stonehorn, peu importe, ben là, vous venez déjà de perdre toute votre habilité de dégâts de vos Man Crushers. Il vous reste plus grand-chose après ça. Puis c'est une armée d'élite, de super élite, qui n'a pas d'écran. Fait que je veux dire, tu as parlé de jouer contre des Stonehorn. Moi, en tant que joueur Beastclaw Raiders, les Sons of Behemoth me font pas tellement peur. Parce que, c'est des gros sacs de viande juicy que tu vois à l'autre bord de la table, puis tu veux juste, parfait, venez-vous à moi, je vais vous rentrer dedans. Moi aussi, je suis pas mal plus tanky que vous autres. Fait que, ouais. Plus tanky puis plus rapide aussi. Tu as plus de mobilité chez les Beastlaw Riders. Oui. Donc, toi, tu vas aller les chercher, les Man Crushers. Je pense que tu aurais plus peur de ma dernière liste que je vais présenter tout à l'heure. Okay. Qu'est-ce qu'on est rendu à la seconde liste, la seconde. Ben, la deuxième tribe, ce qui se trouve être la Taker Tribe, moi je l'appelle la Tribe Casual Friday. Là. Moi personnellement, je n'aime pas beaucoup cette tribe-là. Donc on se rappelle, c'est celle qui est plus pour le Kraken Eater, là. Donc qui monte vos Man Crushers à 15 modèles, monte les Mega Gargant à 30 modèles. Donc, je suis peut-être un peu contradictoire. J'ai dit que c'était leur meilleur trait tantôt. Et là, on pourrait me dire, Xavier, tu viens boffer le meilleur trait que tu as dit. Pourquoi tu n'aimes pas cette tribe-là? Oui, c'est très bon, ça, de monter à 15, monter à 30, mais je trouve qu'on perd beaucoup trop pour aller chercher ce petit bonus-là. Les Kraken Eaters sont les gargants qui font le moins de dégâts. Peuvent prendre du monde dans leur sac. C'est sûr que c'est plus difficile à calculer en termes de dégâts. Mais quand on regarde vraiment les stats, ils vont faire moins de dégâts. Ils ont leur habilité, oui, pour botter des objectifs, d'où vient le Casual Friday. Ça reste une habilité qui est tellement random. C'est 2d6, hein? Possibilité de 3d6. Mais qui va toujours avoir les fois où on va rouler 2-1. Puis qu'on va être bien triste de jouer des Kraken Eater alors qu'on allait faire quelque chose de cool en bottant les objectifs par en avant, par en arrière, puis que ça se passera pas. Fait que quand tu te bases un peu là-dessus, c'est dur de ne pas avoir quelque chose de plus stable, disons. C'est pas fiable, mais c'est drôle comme habilité. Oui, déplacer des objectifs. Puis là, en plus, il y a eu la fac aujourd'hui qui est sortie, en fait, qui est sortie il y a quelques... Aujourd'hui, mais au moment où on publiera le vidéo, ça fera quelques jours. Donc, il est venu préciser qu'on peut changer les objectifs de zone et donc changer dans certains battle plans le nombre de points de victoire associés à l'objectif qu'on a déplacé. Là. Oui, ça peut être très, très, très drôle. Là. On se disait des exemples tantôt, là, prendre un objectif qui vaut 4 pour l'adversaire, ça c'est dans Battle for the Pass. Celui de mon côté vaut 4 pour l'adversaire, ben, je fais juste l'avancer par en avant. Puis il est rendu dans la zone neutre, il vaut juste 2 pour lui, puis il vaut 2 pour moi aussi. Donc, ça peut être très drôle. Celui-là, c'est probablement des scénarios qui fonctionnent le mieux parce que, si je me rappelle bien, il y a juste 6 pouces de différence. L'objectif est déjà avancé pas mal, fait qu'il est à 6 pouces du territoire neutre. On se rappelle que 2d6, l'average, c'est 7. Donc, tu as des bonnes chances de pouvoir le garrocher l'autre bord. Là. Fait que tu peux commencer en le garochant dans une zone qui vaut 2 points, t'installer dessus. Fait que là, tu marques 2 points au lieu d'un. Puis en plus, si tu as un sac du carrière, l'adversaire qui se téléporte derrière toi, ben, l'objectif ne vaut pas 4 points pour lui, il en vaut seulement 2. Exact. Mais on s'entend, là, ça, c'est le scénario idéal pour cette tribe-là. Là. Oui. Il y a quelques scénarios qui ça peut avoir un bon impact. Par contre, il faut penser que ce ne sera pas toujours ces scénarios-là non plus qui vont être dans les tournois. Donc, dans d'autres scénarios où ça n'a pas vraiment d'impact,
je peux bien botter l'objectif s'il veut, mais je vois pas tant de plus-value. C'est la seule tribe que j'ai pas joué, par contre, puis ça va me faire plaisir de me faire prouver que c'est l'armée qui peut faire des 5-0 dans tous les tournois, là. Mais j'ai pas l'impression qu'elle va pouvoir compétitionner autant. Dernière chose sur le fait de botter des objectifs, la règle stipule bien qu'il faut que vous contrôliez déjà l'objectif avant de le botter. Donc, on ne peut pas juste aller sur un objectif, le prendre là et puis le botter. Il faut qu'on l'ait contrôlé avant. C'est très limitatif. Oui. Si on se fie aux règles du core book, du core rules, dans le fond, si c'est l'adversaire qui a joué son premier tour, ben, à la fin de son tour, on regarde les deux armées qui contrôlent quel objectif. Fait à ce moment-là, quand moi je vais faire mon premier tour, là, je contrôlerai déjà mes objectifs. Ça serait possible de le botter. Mais si c'est moi qui ai commencé le premier tour, là, je ne pourrais pas le faire. Ça va aller à l'autre round d'après. Donc, c'est assez limitant, là. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Puis il faut garder cet objectif-là aussi pour pouvoir le botter après. Donc, il y a ça. Le fait de passer à 15, le fait de passer à 30, c'est de modèles qui contrôlent un objectif, c'est super bon, mais je trouve pas ça aussi nécessaire. Quand tu as un méga Gargant qui est sur un objectif qui vaut pour 20 modèles, c'est très rare que tu vas te le faire voler avec 21 modèles sur l'objectif et que vous n'êtes pas en combat en plus. Ça se peut très bien, ça va arriver, mais la plupart du temps, soit que tu vas occuper tout l'objectif, il ne sera pas capable de rentrer assez de modèles dedans, ou que vous allez être en combat, puis toi, ben, tu vas en enlever de ces modèles, alors que toi, tant qu'il te reste un wound, tu vaux pour 20 modèles. Donc, je vois pas la plus-value tant que ça de le monter à 30. Même chose pour les Man Crushers, généralement. Eux la différence, c'est qu'ils vont probablement mourir de toute façon. Donc, peut-être un peu plus de value pour les Man Crushers, mais quand ton méga Gargant est sur l'objectif, généralement, il va le garder. Fait que c'est ce qui m'intéresse moins dans cette tribe-là parce qu'on perd beaucoup de dégâts qu'on pourrait avoir ailleurs. Ouais. Donc, c'est ça. C'est Taker Tribe. Moins le fun. Ben, ça peut être le fun si vous voulez jouer au soccer, mais ça sera pas ça va être le genre d'armée que vous allez botter les objectifs, puis vous allez vous asseoir dessus, puis vous allez attendre que l'autre fasse ses tours, puis vous allez juste scorer des points. Donc, je pense que l'armée joue déjà un peu comme ça, mais au moins avec les autres tribes, on se sent un peu plus, dans le chauffeur. Là, on est capable de. C'est particulier quand même de dire je joue une armée de géants, puis je suis sur la défensive, à être passif, puis à garder des. C'est plus une stratégie de nain, là, pas de. Ouais. Mais ça, c'est l'effet pervers de Mightier makes rightier. C'est que la façon que c'est fait, c'est qu'il faut juste que je reste sur l'objectif puis je vais le garder. Moi, j'avais entendu des suggestions qui auraient pu être intéressantes, du genre si ton Gargant est en combat within 3 pouces d'une enemy unit et que tu es proche d'un objectif, tu le gagnes automatiquement, peu importe ce qui se passe. Fait que là, tu sais, ça pourrait être intéressant parce que là, OK, ben, si je reste juste sur mon objectif en arrière, je peux me le faire voler facilement, mais si je m'en vais en combat, si je m'en vais me battre, là, par contre, tu sais, il y avait peut-être d'autres manières que de juste prendre la règle des Beastlaw Raiders puis de l'incorporer à eux puis de la mettre un petit peu plus grosse. Il y aurait peut-être eu à avoir un peu plus de pensée mis là-dedans, là, mais bon. Donc, ce qui nous amène à la Breaker Tribe, vous l'aurez deviné, c'est ma préférée. Pourquoi? Non, c'est pas parce que j'aime ça briser les terrains des autres. Là. Comme joueur Sylvanette, je suis extrêmement triste. Déjà qu'on n'était pas bon. En plus. On va aller sacrer ça à terre, ces arbres-là. Donc, rassure-toi, c'est pas l'habilité que je cherche à faire la plupart du temps. Là. Je devrais laisser tes arbres tranquilles. C'est gentil. Breaker Tribe, ce qui est super payant, c'est les Fierce Loadings. Donc, les Fierce Loadings, c'est un +1 tweet qu'on va choisir au list building avant qu'on fasse l'armée. Et c'est sur certains types de modèles. Donc, je ne les repasserai pas au complet, mais ceux qui ressortent le plus souvent, ceux qu'on voit généralement être pris, ça va être Bossy Pants. Non, excuse. Ça va être Idiots with Flags. Donc, c'est ceux qui ont les Command Models. Donc, que ce soit le leader d'une unit, un musicien, un banner bearer, peu importe. Donc, ça, on en voit souvent. Hein? Donc, déjà là, on vient donner un +1 tweet à toute ton armée quand tu targets ces unités-là. C'est important aussi de mentionner que
Contrairement à la Stomper Tribe, ce bonus-là qui vient augmenter ton dégât s'applique autant sur les Man Crushers que sur les Mega Gargants. Donc là, on n'est pas limité là-dessus. Déjà plus intéressant. Fait que là, moi, à date, le build que je run dans Breaker Tribe, c'est 3 Gatebreaker et 3 Man Crusher. Donc, j'y vais full Mega Gargant. Dommage qu'on puisse pas en prendre 4, là, avoir une battle line. Mais je vais vous expliquer un peu pourquoi. Dans le fond, 3 Man Crusher, ça s'explique tout ça, ça me prend mes 3 battle lines. Donc, une unité de 3 Man Crusher vient gérer ça. Peuvent quand même faire du dégât, reste qu'avec un +1 to hit, c'est vraiment pas mauvais pour eux non plus. Ils ont certaines attaques sur du 3, certaines sur du 4, donc on vient déjà leur donner un bon petit buff, surtout avec la plupart des moyens to hit dans le jeu en ce moment. Ouais. On vient contrer ça un peu, et c'est un +1 to hit qui peut s'appliquer encore une fois à leur shooting. Donc, on vient contrer le Lookout Sir qui peut devenir intéressant pour sniper des petits héros là, de l'autre côté. À coup de D3, ça snipe bien des héros. Là. Oui, oui, absolument. Les Gatebreakers sont les Mega Gargants qui ont le plus de potentiel de dégâts. Donc, beaucoup de rend. Leur shooting à 18 pouces est sur du -3 de rend, 4 de dégâts flat. Une de leurs attaques a -2 de rend, les deux autres ont -3 de rend. Mm-hmm. Et son flail à 10 attaques a aussi c'est du -3 de rend, 3 de dégâts. Donc là, ça monte très vite. Puis il peut aller à 10 attaques là, à 3 de dégâts comme ça. C'est monstrueux. Oui, il est toujours à 10 attaques au premier profil. Il y a même un command trait ou un artefact qui le montrait à 12. Là, si on veut vraiment aller dans cette direction-là, c'est possible. En général, moi, je lui mets Extremely Bitter, donc il peut prendre un Fierce Floating additionnel. Donc lui, je viens lui mettre Bossy Pants et Clever Clogs. Là, et il va pouvoir avoir un +1 to hit contre les héros, contre les magiciens. Donc là, devient intéressant justement quand on veut sniper les petits caractères de support. Faut se rappeler qu'avec l'habilité Smashdown, si l'adversaire fait l'erreur de mettre son petit bonhomme en cover, ben on a un +1 de dégâts. Fait que soudainement, il va faire du 5 de damage, pourrait one-shot un skink ou un petit nain, un Fire Slayer, peu importe. Là. Fait qu'il faut l'ennemi doit faire attention à ça aussi. Donc, on a 3 Mega Gargants, 3 Gatebreakers qui vont avoir un shooting à 18 pouces. Et les Gatebreakers bougent de 12 pouces. Donc, c'est un threat range de 30 pouces. C'est pas toutes les armées qui peuvent shotter à 30 pouces avec du -3 de rend. 4 de dégâts. 4 de dégâts flat. Avec un +1 to hit. Sur le général, le +1 to hit pourrait stacker dans certaines situations. Si j'attaque par exemple des Pink Horrors qui ont un command model et qui sont considérés comme un wizard aussi, mais je vais avoir un +2 to hit. Donc ça peut. C'est juste pour rappeler à ceux qui connaissent moins le Gatebreaker, là, le tir dont tu parles, ils ont chacun un tir, mais qui touche sur du 3. Fait que là, on peut l'amener à du 2. Du 2 facilement, oui. Généralement, blesse, du 2. Blesse sur du 2. Oui. -3 de rend, donc pénétration de 3, puis 4 dommages. Fait que là, c'est. Tu sais, touche sur du 2, blesse sur du 2, -3 de pénétration, là, t'es pas mal sûr que ça va. C'est vraiment un excellent tir. Oui, absolument. Fait que on a tout ça. On a une unit de Man Crusher qui vont pouvoir gratuitement bénéficier du shooting de l'allégeance. Donc, généralement, tes 4 units sur la table vont pouvoir shooter. T'es quand même juste aussi 4 drops, ce qui n'est pas mauvais dans la méta actuelle. Donc, la plupart du temps, tu vas pouvoir choisir qui commence aussi. Ta mobilité est bonne. 12 pouces sur tes 3 Gatebreakers, c'est quand même là, ça commence à être assez rapide. On peut pas mal se rendre où ce qu'on veut. Un Gatebreaker qui va charger va très faire mal. Et sur mon général, je lui mettais généralement le 6+ Ward Save. Donc, déjà là, un peu plus tanky. Sur 35 wounds, des 6, généralement, vous allez enrouler quelques-uns. Fait que, ouais, sur 35 wounds, c'est quasiment 6 points de vie de plus que tu vas lui donner. Là. En fait, c'est même plus que ça parce que tu vas en saver. Fait que, chaque fois que tu saves, c'est un point de vie qui reste puis que tu vas rouler ton dé la prochaine fois. Fait qu'on est plus dans du 6-7 points de vie de plus là, statistiquement. Là. Fait que ça devient intéressant. C'est 35 wounds sur un 4+ save au lieu de jouer des Man Crushers qui sont sur un 5+ save. Donc un peu plus résistant.
Meilleur footprint pour te battre aussi. Un modèle qui charge toujours plus facile que de charger 3 Man Crusher aussi dans le tas. Tu peux peut-être des fois taguer des units juste sur un coin. Fait que. Puis comme je disais tantôt, c'est 3 Mega Gargant, donc ça va être difficile de leur voler des objectifs. Généralement, il va falloir soit que vous venez vous battre, puis il va compter quand même pour 20 modèles jusqu'à la fin. Alors que des Man Crushers, peut-être qu'ils vont compter pour 30, mais après ça, à un moment donné, ils vont compter pour 20, ils vont compter pour 10, alors qu'on peut enlever des modèles. Là. Donc, c'est ce que j'ai trouvé à date très efficace. Le shooting surprend. Le dégât surprend. Avec du rend beaucoup, là, on passe à travers des unités d'élite assez facilement. On n'oublie pas les J'ai dégâts. aimé aussi. Oui. Ouais, ce que j'ai aimé aussi dans les attaques, c'est que, en tout cas, les Gargants, pour la plupart, les méga Gargants ont une portée de 3 pouces sur leurs attaques. Ça veut dire que l'adversaire qui fait la stratégie de mettre un cordon puis mettre sa grosse unité qui cogne fort à 2 pouces et 3 quarts derrière pour pouvoir faire un pile-in, ben là, s'il fait ça, toi, tu es capable de frapper dans son unité qui est derrière. Ça veut dire que si tu charges un cordon, tu te feras pas, soit que tu tapes l'unité d'élite, ou soit qu'il a été obligé de mettre son unité d'élite plus que 3 pouces derrière, puis là, il ne pourra pas pile-in dans ton géant. Fait que c'est comme un peu une réponse à la stratégie du cordon là, de l'écran. Absolument. Puis tu pourrais même, des fois, dans certaines situations, charger deux mégas sur un cordon, puis faire assez de mortels en charge pour qu'après ça, tu puisses quand même pile-in de 3 pouces par en avant puisque tu as chargé, puis aller attaquer ce qui se trouve derrière. Tu sais. Même si c'était à plus que 3 pouces au départ. Oui. Puis, tu dois déjà le faire souvent avec des Stonehorn. C'est un peu le même principe aussi. Ça se fait assez facilement. Là, fait que ça devient intéressant. Fait que c'est sûr qu'il faut prévoir un peu plus comment on va se positionner quand on affronte des géants comme ça. Fait que c'est aussi une liste, je pense, qui est très cool sur la table et qui est assez trippant. Là. Jouer 3 gros méga Gargant. Qui n'a pas voulu jouer seulement 6 modèles sur sa table puis 2000 points, let's go. Là. Donc ça, c'est assez le fun aussi. C'est vraiment une armée. Là, tu prends tes modèles, tu les mets sur la table, puis tu joues tes War Scrolls, puis let's go. Tu n'as pas de hero phase vraiment. Tu moves, tu shoots, tu charges, puis let's go. Fait que c'est assez simple. Fait que moi c'est ce que j'ai le plus de plaisir, c'est ce que j'ai eu aussi du succès. Je vous dirais que j'ai eu des victoires, là, mon Dieu, j'ai joué contre quoi? Flesh Eater, j'ai joué Skaven. Je pourrais pas dire toutes les armées contre qui j'ai joué, mais bon, des hordes, des élites un peu plus. C'est sûr que ils vont avoir de la misère contre les suspects habituels. Là. Caradron, ça va être très difficile. Je pense que Seraphon peut être difficile aussi, passe à travers toutes les skinks, la magie. On fait pas de magie, hein, fait qu'on subit. Leur plus grosse faiblesse, ça va être tout ce qui est magie qui vont vous débuffer. Donc, dès qu'on vous met des -1 to hit, -1 to wound, -1 attaque, toutes les bravoures qu'on voit avec Be'lakor va faire très mal. La Catalar dans Luminette qui va pouvoir débuffer votre bravoure puis dire avec son spell aussi, tu peux pas. Teclis peut faire la même chose avec un autre spell du Lord de la montagne. Donc là, quand tu as 480 points, quand tu as un quart de ton armée qui fait rien pendant un tour ou deux, là, ça commence à faire mal. Fait que faut que tu ailles réussir à aller rechercher tes points, sinon tu ne triperas pas. C'est clair. Fait que, donc, dans l'ensemble, c'est aussi la tribu que tu trouves la plus compétitive. Selon moi, oui. Pour les expériences que j'ai eues à date, oui. C'est sûr que, par contre, il faut être prêt à jouer le style de jeu des Sons of Behemoth, que généralement, oui, je vais charger, oui, je vais me battre, mais il y a beaucoup de moments dans les games où on est rendu tour 3, tour 4, puis la raison va me dire que rendu là, il faut que je recule puis je garde mon objectif. Là, on a le gros géant, on aimerait ça continuer à avancer puis aller dans le tas, mais c'est pas ça qui va vous faire gagner. C'est vraiment de reculer puis de dire ben là, je suis l'objectif, il faut que tu viennes me tasser. Puis des fois, ben, c'est un peu à contre-cœur qu'on va retraiter d'un combat ou de le feeling des fois de l'armée n'est pas le même que qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir aller chercher nos parties. Là. Donc ça, il faut en être très conscient. Là. J'ai connu la honte aussi de retraiter avec un Stonehorn pour aller faire des points, mais quitter un combat. C'est la honte ultime. Puis, tu as aussi affronté les Sons of Behemoth. Comment tu as trouvé ça du côté du joueur qui les affronte? Les charges surprennent.
J'ai pas eu trop de difficultés quand je les ai affrontés. Tu les as affrontés avec quoi? Quelle Une des armée? premières games que j'ai joué, c'était avec Fire Slayers. Donc, je peux déjà confirmer que 20 Earthguard Berserker vont passer un méga Gargant en un coup, sinon il reste pas grand wound. Là. Fait que c'est pas un très problème, surtout quand les Earthguard peuvent se battre avant toi. Quand je paye un command point pour me battre au début de la combat phase, là, c'est vraiment pas un bon match-up pour les Gargants, ça c'est sûr et certain. Toutes les armées qui ont la Activation War, donc on peut penser à Slanesh, Fire Slayers, Idonette en tour 3, ça va être des bouts pas mal plus difficiles parce qu'ils n'ont rien, eux, pour compétitionner là-dedans. Donc, ça, c'est déjà pas mal plus dur. J'ai joué contre un Flesh Eater Quartz. J'avais pas réussi à tuer son Terror Geist au complet. Je pense qu'il lui restait un wound et il m'a roulé un beau 3-6 sur sa gueule. Donc, j'avais 18 mortels qui sortaient de nulle part. Donc, les Mortal Wounds sont, ça, c'est sûr et certain, une bonne faiblesse de l'armée aussi. Là. On n'a pratiquement aucune défense contre les Mortal Wounds, contre la magie aussi, tout ça. Donc, ça peut faire mal. Mais la force de l'armée va être de grinder puis de rester là. Hein. On a 35 wounds. Si l'autre armée n'est pas capable justement de, comme des Earthguard ou autre chose, de passer ces 35 wounds-là en un tour ou peut-être deux, ben, ils vont rester pognés avec. Puis nous, on va continuer à faire quasiment autant de dégâts à chaque tour. Ouais. Fait que c'est généralement mes impressions. Ouais. Je trouve ça vraiment intéressant ce que tu amènes sur la Taker Tribe parce que sur dans les groupes Facebook, tout ça, j'avais beaucoup vu de gens qui étaient déçus que la seule liste qui semblait être compétitive soit celle qui maximisait le nombre de petits géants, là, de Man-Eater, alors que c'est un modèle qui est plus vieux, que les gens le trouvent moins beau. Ouais. Fait que là, que toi, tu nous arrives et tu nous dises hey, non, la liste avec 3 méga Gargant, elle est viable. Selon moi, c'est la plus compétitive. Je pense que ça me donne quasiment le goût d'aller m'acheter des géants. Là, c'est sûr que le style stay at home défensif est moins mon style. Là, fait que ça me refroidit un peu. Mais l'idée de mettre 3 gros géants sur la table, ça, c'est plus attirant. Hein? C'est 3 beaux modèles. Puis les autres, nous, affectueusement, on les appelle toujours les petits laits, là, les Man Crushers. Fait que c'est 3 gros puis 3 petits laits. Là. Quand un joueur Fire Slayer te traite de petit lait, c'est que ça va vraiment pas bien. Puis je peux te faire une... je fais un détour, là. Vous avez vu les Battle Force? Oui. Qu'est-ce qu'un Man Crusher fait dans la Battle Force ogre? Qu'est-ce que ça fait là? C'est vraiment bizarre. En plus, sur le coup, si ça avait été dans une Battle Force Gloomspite, on se serait dit, OK, il y a un Hellguzer Gargant, on peut jouer les Hellguzer Gargant dans les bataillons Trogoth. À la limite, OK, mais là, c'est un allié. C'est un allié, il n'est même pas dans le livre. Ben voyons. Imagine quelqu'un qui commence à jouer à Age of Sigmar, qui voit cette boîte-là, il dit malade, des gros bonhommes, je vais jouer avec ça. Achète le livre, puis se rend compte que le modèle qu'il y a eu dans sa boîte à Noël n'est même pas dans son livre. Là, il va, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils m'ont mis ça? Ben oui. L'autre hypothèse que j'ai entendue qui n'est pas inintéressante, c'était l'hypothèse d'un tome célestial qui s'en viendrait puis qui aurait un bataillon qui permettrait d'inclure un Hellguzer ou un Man Crusher. C'est une hypothèse, mais... Moi, je vois ça comme si les gens ont vu à travers leur bullshit de vendre deux petits laits pour 150$, puis ils n'en ont pas vendu assez. Fait qu'ils ont pris des moitiés de Feast of Bones, ils ont mis un Man Crusher là-dedans, puis ils ont dit let's go, garage. Mais c'est peut-être moi qui est plus pessimiste aussi. Ça te donne l'impression qu'ils ont un gros hangar, un gros entrepôt plein de Man Crusher Gargant qui ont été produits il y a 15 ans. Ils n'arrivent pas à les vendre. Parce que les mégas, ils se sont vendus. Là. On en voit en masse des méga Gargant. Puis le modèle est sa coche, puis let's go. Là. Puis on peut peut-être profiter pour en parler. En fait, la règle de mercenaire. C'est super intéressant l'idée de pouvoir jouer ce beau modèle-là dans toutes les armées. Mais je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. J'ai été extrêmement déçu par le fait que ça nous coûte un command point. Jouer un méga Gargant en allié. Je trouve que ça vient un peu... déjà... Non seulement ça coûte un command point, mais en plus, ils n'ont pas la règle d'allégeance de valoir pour plusieurs modèles. Fait que là, tu as le quart de ton armée qui est en allié, qui te coûte un command point, puis qui compte pour un modèle sur l'objectif.
Ouais. Puis qui frappe pas si fort que ça. Non, puis je veux dire, c'est ça, c'est pas comme si c'était le meilleur monstre de ton livre aussi. Des fois, tu vas avoir des meilleures options Ben, c'est pour ça. moins cher. Leur force, c'est de compter pour plusieurs modèles. Fait que si tu peux pas avoir ça, ça sert pas à grand-chose d'amener ça dans ton armée. C'est vraiment une règle qu'ils ont faite pour pouvoir vendre le modèle au plus de gens possible pour intéresser les gens. Là. Je pense qu'on peut pas passer à côté de ça pour ce genre de règle-là. C'est malheureux, là, mais... Ben, en même temps, comme je disais, par exemple, avant qu'il sorte, je suis quand même content qu'il soit pas trop fort parce qu'on voulait pas non plus que toutes les armées se mettent à jouer un mercenaire méga Gargant parce que c'est la pièce la plus forte à laquelle on a accès. Mais là, je trouve qu'il est pas assez fort pour même justifier de le mettre dans sa liste. Même une liste un peu casual qui est compétitive, faut vraiment que tu aimes le modèle si tu veux le mettre dans une liste qui n'est pas une liste de méga Gargant. Effectivement, absolument. Oh, oui, puis je pense qu'ils ont c'est un livre qui ont peut-être raté des opportunités. Je pense qu'il y a des choses qui auraient pu faire un peu plus intéressantes, là, juste le fait de smash down des buildings ou des choses comme ça, mais qu'après ça, ça change rien. Le tas de pièces il est là, puis ça fait plus rien. Tu sais, je pense que on aurait pu aller plus loin. Je pense que GW aurait pu dire OK, on prend ça vraiment là, à cœur, puis on essaie de rendre l'armée complètement capotée. Moi, une des choses que j'avais vues que je trouvais le plus cool, que j'avais le goût de jouer, c'était de dire que le Gargant peut prendre l'objectif, puis il le met dans ses poches. Fait que là, le Gargant est rendu un objectif vivant qui se promène, puis c'est venu me chercher. Moi, je l'ai pris l'objectif, puis je m'en vais avec. Hey, et là, on commence à rentrer dans du funky un peu, là, tu sais. Là. Au lieu de ça, on a eu une règle assez dolle qui existait déjà, puis qui rend l'armée dolle un peu dans son playstyle. Là. Ouais. J'avoue que mon Frostlord sur Stonehorn était un peu insulté qu'un petit lait vale autant que lui. Il n'est pas d'accord. C'est n'importe quoi. Mais ton Frostlord est meilleur quand même. Il va pouvoir il va pouvoir se venger assez facilement. Oui. Hey, comme question de conclusion, Xavier, j'ai envie de te demander, globalement, est-ce que c'est une armée qui est le fun à jouer? T'sais, on sait qu'elle n'est pas particulièrement compétitive, mais as-tu du fun à la jouer? Oui. Je pense qu'il faut savoir manager ses attentes, surtout si on s'attend pour essayer de jouer plus compétitivement. Comme je disais tantôt, il faut comprendre que leur playstyle va des fois être de reculer puis d'être ses objectifs puis de ne pas bouger. Par contre, qui n'est pas un enfant quand il prend des gros bonhommes de même puis qu'il les envoie dans le tas puis qu'il fait du dégât en masse puis qu'il n'est pas tuable? Ça, c'est sûr que de ce côté-là, le feeling est bon. C'est pas si évident que ça pour l'autre bord de gérer 3 méga Gargant là, à 35 wounds. Généralement, il va toujours t'en rester un, peut-être 2 à la fin de la game encore. Fait que c'est pas évident non plus à gérer ça, voir ça là, de l'autre bord de la table. Là. Fait que oui, moi je trouve que c'est une armée très plaisante à jouer, qui amène un autre style de jeu. Mais là, ses avantages, ses faiblesses, mais je la place quand même dans les armées milieu de peloton, je pense, comme on pouvait dire tantôt. Là. Parfait. Ouais. Hey Xavier, merci beaucoup pour ce retour d'expérience-là sur les Sons of Behemoth. C'est un plaisir d'en discuter avec toi. Oui. On peut te suivre sur Twitch avec ton show, le double tour, donc The Gentleman 14. Oui. Même chose sur YouTube, The Gentleman 14. Tous tes lives de Twitch sont ramenés sur ta chaîne YouTube. Tu fais aussi des lives de parties sur Tabletop Simulator, sur Twitch, que tu nous mets aussi sur YouTube. Fait que je mettrai les liens en description de vidéo. Alors voilà, puis si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de nous laisser un petit pouce en l'air, ça aide pour notre placement par l'algorithme YouTube, ça aide à nous faire connaître et tout ça. Le fameux algorithme. Oui, YouTube qui choisit, qui est plus, en fait, c'est que YouTube va suggérer les vidéos en fonction beaucoup aussi du nombre de likes et tout ça qui ont été reçus, le nombre de commentaires. Alors pour une chaîne en démarrage comme la nôtre, c'est par la visibilité comme ça là, dans les vidéos suggéré que de plus en plus de joueurs de AOS vont pouvoir se joindre à nous pour qu'on ait du plaisir tous ensemble. Alors sur ce, je vous souhaite bon wargaming.